Souvenez-vous, c'était il y a presque 20 ans, au journal de 20 heures de France 2. En France, 10 jours après son arrivée à Bercy, le nouveau ministre des Finances, Nicolas Sarkozy, annonce de premières mesures. Il entend notamment supprimer 5000 postes dans son ministère d'ici 2007. Il a également évoqué l'idée de revendre tout ou partie du stock d'or de la Banque de France, une opération destinée à réduire l'endettement de l'État, mais qui s'annonce difficile. Nicolas Sarkozy, personnage politique aux grandes ambitions, veut en 2004, pour marquer son empreinte et préparer sa présidentialisation en vue de la prochaine élection, lancer des mesures fortes et réformatrices pour la France. Parmi elles, on trouve notamment la vente d'1/5 des stocks d'or de la Banque de France pour un bénéfice estimé de 200 millions d'euros par an sur 5 ans. Mais voilà, un rapport de la Cour des comptes, daté de février 2012, à quelques semaines des élections, brocarde cette décision du président candidat qui aurait fait perdre aux caisses de l'État près de 15 milliards d'euros en valeur de métal jaune. L'argument est trop beau pour accuser Nicolas Sarkozy d'une mauvaise gestion des comptes publics, et notamment des avoirs disponibles pour le pays. Un coup dur aussi pour celui qui a fait de la réduction de la dette une sorte de combat de fond à mener. Que penser de cette affaire ? Simple manipulation politique ou réelle mauvaise opération financière ? Vous regardez 31.1 grammes qui aujourd'hui a pour thème « Nicolas Sarkozy a-t-il vraiment bradé l'or de la France ?» Plongeons à 27 mètres sous terre, en plein cœur du premier arrondissement de Paris. Cela peut sembler invraisemblable, mais c'est là où sont stockés depuis le début du XXe siècle les stocks d'or de la France dans les coffres de la souterraine à l'hôtel de Toulouse, le siège de la Banque de France. Aujourd'hui, on y trouve 2436 tonnes de métal jaune contre un peu plus de 3000 tonnes en 2004, avant la cession opérée par Nicolas Sarkozy. Le stock n'avait alors pas bougé depuis le début des années 70. Et c'est un peu pareil partout dans le monde. Après une période d'achat frénétique dans les années 60, les stocks d'or ne bougeront plus jusqu'au milieu des années 90 dans la plupart des pays d'Europe, ainsi qu'aux États-Unis. La raison en est simple, l'or n'intéresse plus personne. En 1971, le président américain Nixon met un terme aux accords de Bretton Woods qui indexaient le dollar sur l'or. Jusqu'ici, toutes les autres devises s'appuyaient sur la quantité de dollars en circulation et donc indirectement sur la quantité d'or disponible qui lui servait de contrepartie physique. Mais une fois le lien rompu entre la devise internationale et le métal précieux, l'or ne représentait plus rien sur les marchés. La seule raison pour laquelle on le conservait encore dans les coffres des banques centrales, c'est parce qu'il avait une valeur marchande et que c'était un peu comme un bas de laine en cas de coup dur. L'autre événement qui tend à expliquer le désamour pour l'or au milieu des années 90, c'est la grande modération. En effet, la croissance économique à l'échelle mondiale est satisfaisante, les taux d'inflation et d'intérêt sont relativement bas et stables. Une situation qui ne fait pas les beaux jours de l'or, et son cours marque le pas. En effet, alors que la relique barbare se négociait aux alentours des 700 $ l'once au début des années 80, cette dernière ne vaudra plus que 400 $ en 1996, avant de tomber à 250 $ au milieu de l'année 1999. On l'a vu précédemment pour le métal jaune, les grandes ventes non coordonnées des banques centrales ont eu un tel impact à la baisse sur le cours de l'once entre 1996 et 1999 que certains pays producteurs d'or, parmi lesquels de nombreux pays pauvres très endettés, se sont alors trouvés en très mauvaise posture. Afin de mettre un terme à cette déstabilisation du marché de l'or et éviter la banqueroute de pays émergents, 15 des plus grandes banques mondiales signent le 26 septembre 1999 le Central Bank Gold Agreement lors de la réunion annuelle du FMI à Washington. Cet accord réglemente les ventes d'or pour une durée de 5 ans, avec comme objectif de les limiter à un total de 2000 tonnes au cours des 5 années à venir, soit environ 400 tonnes par an. En France, Nicolas Sarkozy aurait aimé être plus gourmand dans les opérations de cession de l'or, mais rattrapé par cet accord, et surtout par les alertes du gouverneur de la Banque de France de l'époque, Christian Noyer, le délestage des coffres de la souterraine va bel et bien commencer. Près de 40 tonnes cédées en 2004, 160 en 2005, 106 en 2006, 117 en 2007, 111 en 2008 et enfin 57 tonnes d'or en 2009. Faites les calculs, ce sont bien 590 tonnes d'or qui quittent le patrimoine national français pour une valeur totale avoisinant les 4,67 milliards d'euros. Cela dit, il y a une ombre au tableau et c'est le rapport de la Cour des comptes qui le révèle. À partir de l'été 2007, la crise financière a provoqué l'abaissement sensible des taux d'intérêt
alors que l'once d'or s'apprécie en moyenne de 20% sur l'année. La Banque de France n'en a pas moins poursuivi son programme de cession jusqu'à son terme. Les autres banques centrales nationales qui avaient entrepris des programmes de cession les ont interrompus plus tôt. La Belgique en 2005, le Portugal en 2006, l'Autriche et l'Espagne en 2007. Pourquoi avoir continué à liquider 285 tonnes d'or sur les 3 dernières années à contre-courant de la situation globale de l'économie? De plus, et comme le souligne le rapport, l'or est de cette classe d'actifs qui sécurise durant les périodes de crise. Quoi qu'il en soit, si l'opération a permis de dégager d'importantes plus-values, la lecture de la dimension patrimoniale de cette cession est sérieusement contestable. Et en même temps, si l'on souhaite se faire l'avocat du diable, l'affaire ne serait-elle pas bonne? En effet, une grande partie de l'or accumulé par la France a été acheté à une époque où ce dernier se négociait aux alentours des 35 $ l'once, en accord avec la parité entre le métal et la devise qui prévalait. Et lorsque l'on extrapole, les 590 tonnes d'or vendues en 2004 avaient été achetées pour un total d'environ 650 millions de dollars. Après la guerre, les fruits de la revente atteignent donc les 1400% de plus-value, un chiffre hallucinant. Sans entrer dans des considérations politiques, on peut estimer que la vente de cet or a été une bonne opération financière pour l'époque, mais une très mauvaise affaire pour le patrimoine français sur le long terme. On peut aussi se questionner sur la temporalité choisie par la Cour des comptes de publier ce rapport en pleine élection présidentielle. À l'étranger, le Premier ministre britannique Gordon Brown a lui aussi essuyé de sérieuses critiques après avoir cédé la moitié des stocks d'or du Royaume-Uni, soit 400 tonnes, au moment où le cours était au plus bas pour un montant global de 3,5 milliards d'euros. En Chine, l'envie de devenir la première puissance économique mondiale a poussé le gouvernement à massivement investir dans l'or, tout en se gardant bien d'exposer publiquement l'état de ses stocks. Quant aux États-Unis, le Trésor national est resté quasi intact au chaud dans les coffres de Fort Knox, mais ça, c'est une autre histoire.